Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. La France tire les leçons de Fukushima, un renforcement des mesures de sécurité qui coûteront des milliards d'euros, mais aucune fermeture de centrale demandée par l'autorité de sûreté nucléaire. La TVA sociale pour alléger le coût du travail verra bien le jour avant l'élection présidentielle. Confirmation du gouvernement où tout le monde n'était pas acquis à cette idée relancée par le chef de l'État lors de ses vœux. L'adresse de François Hollande aux Français, offensive contre Nicolas Sarkozy et son échec, réplique cinglante à droite. Face à face sur ce plateau, Stéphane Le Foll, membre de la direction de campagne de François Hollande dont il est un proche, et Fabienne Keller, sénatrice UMP, déléguée générale adjointe au projet. Également avec nous tout à l'heure, Olivier Bazille de Reporters sans frontières sur le problème hongrois. Comme dit aujourd'hui Alain Juppé, ce pays se détourne-t-il des valeurs européennes ? Un satisfecit général qui n'exige aucun arrêt immédiat, mais la nécessité d'augmenter la robustesse des centrales pour faire face à une catastrophe majeure. C'est donc le verdict de l'autorité de sûreté nucléaire, la conclusion de l'audit mené après la catastrophe de Fukushima. On voit tout cela maintenant avec les explications de notre journaliste. Pas de fermeture de centrale en perspective. Le rapport de l'autorité de sûreté nucléaire remis ce matin au Premier ministre estime que les installations ont un niveau de sûreté suffisant. Le rapport préconise néanmoins la création d'un dispositif d'urgence permettant d'envoyer des équipes spécialisées sur un site accidenté en moins de 24 heures. Le gendarme du nucléaire demande aussi aux exploitants d'investir plusieurs milliards d'euros pour renforcer la sécurité du parc. Nous disons ces installations ne peuvent continuer à fonctionner que moyennant de l'investissement massif en personnel et en moyens. Si l'exploitant juge que la poursuite de l'exploitation n'en vaut pas la peine, ils arrêtent leurs installations. Chez EDF, on assure que ces investissements ont été prévus dans l'objectif de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires. Les exploitants ont jusqu'au 30 juin pour présenter à l'autorité de sûreté les mesures prévues en cas de catastrophe. Malgré l'accident de Fukushima, la centrale de Fessenheim, la plus ancienne de France, a encore de beaux jours devant elle. Et j'ajoute à ce que vient de dire Flora Sauvage que les services du Premier ministre précisent ce soir que toutes les demandes de l'autorité de sûreté nucléaire seront respectées dans les délais voulus. Greenpeace voudrait voir les dizaines ou la dizaine de milliards investis dans un nouveau modèle énergétique. La réaction de l'écologiste Denis Baupin que vient de rencontrer Paul Bouffard. L'autorité de sûreté du nucléaire, elle ouvre en quelque sorte son parapluie en disant « moi je vous ai dit quelles ont été les conditions à remplir pour poursuivre, maintenant c'est à EDF de choisir de faire ou de pas faire ». La conclusion qu'on doit en tirer, c'est que ça vaut vraiment pas le coup de poursuivre, même d'un point de vue purement économique, sans même prendre en compte les questions de sécurité, et ça ne vaut vraiment pas le coup de poursuivre avec Fessenheim. C'est pour ça qu'évidemment Fessenheim est la première centrale nucléaire qu'il faut arrêter. Voilà, on reprendra ce sujet avec nos invités tout à l'heure. Le sort de la compagnie SeaFrance, toujours dans le flou. Le tribunal de commerce de Paris a en effet reporté l'examen du dossier à la semaine prochaine. Le projet de coopérative est le seul dossier sur la table. Au lendemain de l'aide promise par le gouvernement, beaucoup d'incertitudes demeurent sur le financement que devront en partie apporter les salariés. François Goulin. Ils auront eu beau faire 300 km en bus, jeter des pétards sous les fenêtres du tribunal et faire hurler la sono, les salariés de SeaFrance n'auront pas obtenu de réponse aujourd'hui sur leur avenir. L'annonce d'une aide financière faite hier par Nicolas Sarkozy a changé la donne. L'intervention de l'État et du seul actionnaire de SeaFrance, la SNCF, rebat les cartes du dossier. Le tribunal a donc choisi de prendre plus de temps pour examiner la question. Un nouveau report donc qui exaspère certains salariés. Ça fait quand même 2 mois que les bateaux sont arrêtés, on a quand même hâte de reprendre, quoi. Hâte de retrouver notre boulot. Qu'est-ce qu'on va dire à nos familles? Faut encore attendre 8 jours, c'est bon. Voilà, il y en a marre, nous on demande à travailler et puis à chaque fois, personne n'est capable de prendre de décision. Ça fait longtemps qu'on attend et on a envie à l'heure actuelle que ça se décide dans le sens positif. C'est très long, c'est très angoissant. À l'opposé, l'idée d'une aide financière, d'où qu'elle vienne, est plutôt bien accueillie par le syndicat CFDT, à l'origine du projet de coopérative. Il demande à présent des actions concrètes. Maintenant, j'attends qu'on fasse une réelle réunion, mais cette fois-ci, une vraie réunion de travail. On rentre dans le ministère et on n'en sort pas tant qu'il n'y a pas la fumée blanche.
hein, et on creuse le problème et on sort avec une solution. On arrête de se cacher derrière son petit doigt, on arrête de dire c'est l'Europe, on arrête de dire c'est illégal ou c'est ceci ou c'est cela. Retour à la maison pour les Calaisiens, ils se donnent tous rendez-vous au même endroit le 9 janvier, avec cette fois-ci, ils l'espèrent, une réponse définitive et positive. Et la CGT considère que l'intervention de l'État dans ce dossier est une manœuvre de campagne. En déplacement aujourd'hui dans le Finistère, Nicolas Sarkozy a déclaré en marge de ses vœux aux armées qu'il ne renoncera jamais à se battre pour l'emploi. C'est au nom de la défense de l'emploi que le gouvernement veut faire adopter une TVA sociale avant la présidentielle. Confirmation aujourd'hui est venue de la part de Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. L'idée est donc d'alléger les charges sociales sur le travail, mais la gauche et les syndicats fustigent une mesure qu'ils jugent injuste socialement. François Bayrou a, lui, pris ses distances avec la TVA sociale lors de ses vœux. Pourtant, l'un des soutiens au candidat du MoDem, Jean Arthuis, en est le militant inlassable. Mais François Bayrou exprime donc des réserves. Il est au micro de Mounir Soussi. Qui peut prétendre qu'une augmentation de 5 points de la TVA n'aurait pas d'effet sur le pouvoir d'achat des salariés? Ma conviction est celle-ci. Ce n'est pas dans la course à l'effondrement du prix du travail que se trouve la solution pour produire en France. Mais au contraire, dans la production de qualité, inventive, durable, avec des garanties longues, je ne me résigne pas et ne me résignerai pas à la paupérisation des salariés. C'est sa manière d'entrer dans la course, selon son expression. Une adresse, sinon une lettre aux Français dans la veine mitterrandienne est publiée ce matin par le journal Libération. François Hollande sonne l'offensive contre le bilan de Nicolas Sarkozy. Nathalie Guillouard. La lettre est longue. 2 pages dans le quotidien Libération et une cible pour François Hollande, Nicolas Sarkozy. Les attaques sont directes. C'est sans détour et sans surprise que le candidat socialiste pose la question « Pourquoi ne pas changer de président ?» Tout simplement. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy est une présidence de la parole, le chef de l'État, le président des privilégiés. Rien n'est épargné à Nicolas Sarkozy et surtout pas son bilan. La critique du quinquennat est sans concession. François Hollande évoque un pacte social attaqué, une dépression économique, une angoisse sociale. Il décrit une France abaissée, affaiblie et abîmée. Marchant sur les pas de François Mitterrand, qu'il n'oublie pas de citer dans sa lettre, le candidat se présente comme l'homme providentiel et l'homme incontournable de la situation. Il se sent prêt pour le redressement de la nation à partir de 4 principes, la vérité, la volonté, la justice et l'espérance. Seule solution selon lui, le changement. Pour Pierre Moscovici, François Hollande donne le ton, le là de l'année avec cette adresse aux Français. Cécile Duflot est moins enthousiaste. Elle se dit un peu frustrée. Beaucoup de formules, pas assez de solutions, selon elle. Alali, évidemment à l'UMP, le secrétaire d'État au logement Benoît Apparu était notre invité tout à l'heure lors de l'émission Preuve par 3. Où moi je m'attendais à un plan, c'était 1, le constat, 2, la faute à Sarko, et 3, voilà mes propositions pour évidemment changer ça. Et là, vide sidéral. Ou alors quand je dis vide sidéral, non. En fait, un manifeste de belles intentions. Il faut de la croissance. Enfin, heureusement qu'il nous le dit, on ne l'avait pas deviné. Il faut qu'on lutte contre le déficit public. Ouh là là, ça c'est vraiment impressionnant comme programme. Bref, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien, dit Benoît Apparu. Les invités du 19h, Stéphane Le Foll, bonsoir. Député européen socialiste et proche de François Hollande, vous êtes responsable de l'organisation de la campagne. Hein. Alors les grands meetings annoncés, notamment le 1er et le 22 janvier au Bourget, c'est votre responsabilité. Il faudrait qu'il y ait du monde. Il y aura du monde. Il y aura du monde. Avec nous et face à vous, Fabienne Keller, sénatrice UMP du Bas-Rhin, bonsoir. Bonsoir. Et déléguée générale adjointe du projet à l'UMP. Hein. On voit aujourd'hui qu'un des éléments clés du projet de l'UMP est repris par le chef de l'État, donc avec la TVA sociale qui a été confirmée par 2 membres du gouvernement. Alors il n'y a rien dans cette lettre, Stéphane Le Foll. Que répondez-vous au secrétaire d'État au logement avant de débattre avec Madame Keller? Non, je constate une chose, c'est que l'UMP, par différentes voies, s'est beaucoup exprimé aujourd'hui. Ça confirme bien ce qu'a dit Pierre Moscovici. Nous avons donné le ton de cette campagne et c'est ce que nous souhaitions. Donc on ne peut pas, à partir de cet objectif, considérer que ce qui se passe n'est pas ce qu'il fallait faire.
rentrer dans cette campagne avec la volonté de marquer un engagement, de marquer une volonté, de fixer des principes, de donner la ligne qui sera... Une autorité aussi du candidat. Marquer une autorité et de faire en sorte qu'on s'adresse à celui qui aujourd'hui est candidat tout en disant qu'il est président, et président tout en étant candidat. Il fait beaucoup de vœux et beaucoup de déplacements, donc la campagne est campée. Fabienne Keller, est-ce votre lecture de cette lettre aux Français signée François Hollande que vous avez dévorée ce matin à la première heure? Absolument, absolument, je l'ai lu soigneusement, c'est une déclaration importante qui effectivement marque la volonté du candidat François Hollande. Il faut dire que ça suit 60 jours de vide assez sidéral en termes de présence de votre candidat. Et je dois dire qu'on peut mettre en rapport les déclarations, évidemment les attaques très violentes qui figurent dans ce texte, et puis les propositions sur lesquelles travaille le président Sarkozy, sur lesquelles travaille l'alternative, la majorité présidentielle actuelle. Et c'est vrai que cette TVA anti-délocalisation, c'est une vraie proposition. Alors elle fait débat, elle n'est pas facile, mais il s'agit bien de faire de vraies propositions pour répondre aux difficultés face auxquelles nous sommes, le chômage, la crise économique, pour proposer aussi une solution pour ce budget dont le déficit ne peut plus être maintenu. Vous avez employé le mot alternative. C'est pas vous l'alternative en principe, c'est le camp qui est aujourd'hui dans l'opposition. Pour vous, il n'y a pas. Je donnais un jour de gloire. Je donnais un jour de gloire à François Hollande puisqu'il fait la une de Libération, la une du 3 janvier, donc il fait sa rentrée. Je pense qu'on va retrouver après plus de difficultés sur les propositions. Si j'ai bien compris, vous avez déploré, donc vous déplorez le manque de l'absence de propositions. Mais non, rien de concret. Et on ne sait plus très bien en fait de quoi on parle, puisque l'ancien programme a été partiellement abandonné, c'est ce qu'on a compris. Il y aurait peut-être plus 60 000 postes dans l'éducation nationale, il y aurait peut-être plus 300 000 emplois jeunes, mais on ne sait pas ce qu'il y a à la place. Et le sujet aujourd'hui pour la France, c'est quelles propositions concrètes pour se dessiner ensemble un chemin d'avenir. Et pour ça, faut se mouiller, il faut oser. Et franchement, j'ai lu un François Hollande agressif, très critique, très imprégné de l'histoire de François Mitterrand, souhaitant effectivement, il aimerait bien s'inscrire dans ses traces, ça on le comprend, mais pour être élu évidemment, comme en 81, mais rien sur le fond, rien pour les Français qui attendent. Parce que les Français, eux, nous les avons tous beaucoup rencontrés pendant les fêtes, ils sont très conscients du fait qu'il y a des décisions à prendre, qu'on a besoin de mesures, qu'on a besoin d'orientation claire. Alors, elles vont arriver, ces mesures, ces propositions? Je suis passionné par cette impatience de l'UMP. Ils oublient qu'il y a eu un débat qui s'appelait le débat des primaires, qu'il y a tout un tas de propositions qui ont été faites, et en particulier par François Hollande. Je voyais tout à l'heure le rapport de l'ASN sur la question du nucléaire. Ça valide tout à fait l'analyse qu'avait faite François Hollande sur la modification du mix énergétique dans notre pays. Ça, c'est oublié. Je rappelle simplement vous avez signé un accord pour la fermeture de Fessenheim. Je rappelle simplement une chose, c'est qu'il y a des propositions. Certains font semblant de l'oublier. Deuxième point, celle de M. Valls sur la TVA sociale a été fixé par François Hollande dans ce début de campagne. La preuve, c'est que ça fait parler tout le monde. Et que Libération a vendu beaucoup de journaux ce matin. Donc, on a fixé un timing à cette campagne. On a fixé une gestion de temps de cette campagne. Il y aura un moment pour l'entrée dans la campagne, il y aura un moment pour fixer le projet dans cette campagne, il y aura un moment pour faire la campagne, il y aura un moment de débat dans cette campagne. Nous n'allons pas passer d'une étape... C'était prévu en janvier. Mais bien sûr, on commence en janvier. On est combien, s'il vous plaît? Le 3. Voilà, les propositions étaient annoncées en janvier. L'adresse était le 3. Nous sommes juste au lendemain des fêtes et comme Madame Keller, chacun a pu rencontrer beaucoup de Français. Et pour ce que je vois, moi, il y en a quand même une large majorité qui a envie de changer de président de la République. C'est ce qu'a dit François Hollande. Monsieur Le Foll, la une d'un journal, de belles déclarations, des attaques violentes, ça c'est de la com. Pour les attaques violentes, si vous voulez, on n'a pas de conseil à recevoir parce que vu la manière dont s'exprime, encore Jean-François Copé là tout à l'heure, franchement, où j'ai vu aussi que l'UMP a été faire une espèce de piratage du site pour le mot changement. Oui. Franchement, Jean-François Copé dénonce la couardise, il faut donc être précis. Vous êtes mal placé pour donner des leçons sur ce sujet. Alors, vous êtes très agressif depuis pas mal de temps.
Vous avez parlé tout à l'heure de la période qui est partie des primaires jusqu'à la fin d'année. Écoutez, s'il fallait que je reprenne tous les mots et toutes les bêtises qui ont pu être dites pendant ces périodes, l'agressivité et souvent le peu de niveau pour le débat est plutôt de votre côté que du nôtre. Alors, nous restons calmes, sereins, déterminés avec la volonté d'aller vers les Français. La une d'un journal. Oui, mais c'est bien. Du verbe, de la communication que vous venez parfaitement de décrire. Ouais. La campagne présidentielle, ça doit être l'occasion d'un vrai choix pour les Français, de débats de fond. D'ailleurs, votre allié, Madame Duflot, souhaite que des solutions soient présentées. Elle les demande. Et je ne fais rien d'autre que reprendre ses remarques. Soyons sur le fond. Franchement, la population le mérite, la situation l'exige. Parlons d'éducation, parlons de choix économiques, parlons de taxes sur les transactions financières ou de TVA anti-délocalisation. Est-ce que vous avez oublié la proposition de François Hollande sur l'éducation? Est-ce que vous voulez que je vous rappelle le bilan de Nicolas Sarkozy sur l'éducation avec la suppression encore de 16 000 postes cette année? Est-ce que vous voulez qu'on se mette simplement dans ce sujet-là? Dites-nous quelle est votre proposition. On a des à l'UMP, propositions. nous proposons plus d'autonomie pour les établissements scolaires. Nous avons un ensemble de propositions. La seule ligne sur l'éducation a été l'autonomie. On voit d'ailleurs dans quelle situation sont les universités aujourd'hui. Eh bien, nous avons d'autres propositions, à la fois sur la question de la lutte contre l'échec scolaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, le taux de scolarisation des enfants de moins de 3 ans est passé de 40% sous Jospin à peine 20% aujourd'hui. Et vous croyez que vous allez préparer l'avenir des enfants, la capacité qu'ils auront à s'insérer dans la société, dans l'économie, en supprimant comme ça la capacité qu'ils ont à acquérir du savoir? Voilà une proposition concrète. 60 000 emplois recréés dans le primaire, les conditions de l'accès au savoir. Ce matin, peu de choses sur ce sujet. Nous avons eu des débats. Mais vous les avez oubliés. Il est temps. Mais les 60 000 emplois, vous les avez vous-même critiqués quand François Hollande les a fait. Vous vous en souvenez? Est-ce que vous voulez que je vous le rappelle? Quelle était la date? Si les emplois étaient la solution au sujet éducatif, mais ça fait quand même partie du sujet. J'ai même vu dans les écoles privées de mon département des grands bandeaux et des grandes pancartes pour dire suffit la suppression des postes dans l'école privée. Je vous le dis quand même au passage. Confinancer d'ailleurs, des municipalités socialistes, les banderoles en question. Vous devriez bien entendre ça. Si je peux vous répondre sur cette question de l'éducation, elle est pour nous tout à fait centrale. Tout le monde est bien conscient que la question des moyens, ce n'est pas suffisant. Il faut parler au fond de l'organisation de notre système éducatif. Nous les avons écrits, nous les proposons. Aujourd'hui, un vide sidéral dans la déclaration de votre candidat. A un projet comme le Parti socialiste. Je suis très intéressé. Nous avons un projet qui est le nôtre, qui est public. Mais le Parti socialiste a un projet aussi qui est public. Vous l'avez vous-même critiqué. Vous n'avez pas arrêté de rappeler. Mais ce n'est plus votre projet. Mais pourquoi ce n'est plus vous annoncez en même temps que la déclaration du candidat François Hollande, que le projet sera revu et qu'il sera progressivement présenté. C'est vos collègues du comité qui nous l'expliquent. Attendez, je termine. Vous mettre d'accord. Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il faut le présenter? Est-ce qu'il ne faut pas le présenter? Mais vous dites à peu près 2 fois des choses différentes. Nous ne savons plus très bien. Restez cohérente. Donc il y a bien un projet. Il y a bien des choses qui ont été mises sur la table. Nous ne savons plus très bien. On sait que le candidat Hollande a dit qu'il allait s'émanciper par rapport à ce projet. Absolument, qu'il allait l'adapter, le changer. A dit que le candidat Hollande allait s'émanciper, si ce n'est les commentaires. Il s'est déjà émancipé. Quand il y a eu le débat du bureau de campagne de M. Hollande. Pendant la campagne des primaires, dans les débats qu'il y a eu, je prends l'exemple des emplois d'avenir. Il l'a dit clairement. Proposition du Parti socialiste, 300 000 emplois d'avenir. Il a dit qu'il ne ferait pas les 300 000 emplois d'avenir, qu'il y aurait une politique ciblée pour ces emplois, en particulier dans les zones les plus difficiles. Mais ça a déjà été dit. Alors, on va préciser. Par exemple, la question du nucléaire, elle est relancée aujourd'hui par l'audit de sûreté nucléaire qui dit qu'il n'est pas nécessaire de fermer aucune centrale dans notre pays. Or, il y a un accord avec les Verts, Stéphane Le Foll, qui dit que Fessenheim serait fermé immédiatement. Est-ce que ce sera la décision de François Hollande, oui ou non? Vous êtes arrêté sur une proposition qu'a fait l'audit. Oui, la première. Sauf que la contrepartie du maintien de l'ensemble du parc nucléaire actuel, c'est des investissements. Que vous chiffrez à combien? EDF vient de chiffrer ça à 10 milliards. 10 milliards. D'après ce que j'ai 2% de hausse sur la facture annuelle des consommateurs d'électricité. C'est déjà plus précis. Ça, c'est EDF qui le dit. Toutes les expertises disent, en particulier pour Fessenheim, qu'il y a des gros travaux à faire de sécurité. Qui ont déjà été faits, beaucoup. Beaucoup, sauf qu'il en reste encore en particulier ce fameux radier. Est-ce que vous allez maintenir ou fermer Fessenheim? On maintient l'idée
qu'a évoqué François, qu'il a dit de manière très claire, et le rapport vient de valider, que si vous investissez 10 à 30 milliards dans la sécurité des centrales nucléaires, c'est autant d'argent que vous ne pourrez pas investir ni dans l'économie d'énergie, ni dans le développement des énergies renouvelables. C'est ce qui se passe d'ailleurs, et ce qu'a fait le gouvernement quand il a supprimé les exonérations d'impôts qui étaient liées au développement du solaire. Donc, ce n'est pas une bonne option de renforcer la robustesse des centrales, comme le dit l'autorité. Il faut aller vers une robustesse des centrales et faire en sorte qu'on évolue dans le mix énergétique et qu'évidemment la part du nucléaire devra diminuer. Voilà une position claire. Elle est claire depuis longtemps. Alors même si on ne sait pas si vous fermez Fessenheim tout de suite ou pas. Oh, mais Fessenheim est dans la situation où l'indique l'ASN, il y aurait d'énormes investissements à faire pour maintenir sa sécurité. Des comptes de qui ont été faits récemment, donc on sait vous dites qu'il y a eu certains investissements qui ont été faits. Il reste plusieurs centaines de millions d'euros à faire pour sécuriser. Je dois dire que les volte-face du candidat... Je crois d'ailleurs que le président de la région n'est pas opposé à l'idée de la fermeture de Fessenheim. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus ? Les volte-face du président... Le maire socialiste de Strasbourg est pour la fermeture. Il est, évidemment. Il a fait prendre une motion. Mais les autorités, d'autres élus locaux, et la population qui est UMP. La population s'est réjouie aujourd'hui de voir l'avis de l'autorité qui maintient Fessenheim. C'est un sujet sérieux. En tant que strasbourgeoise, alsacienne, évidemment, cette question de la centrale de Fessenheim est centrale. On ne peut prendre aucun risque. Vous l'avez rappelé, le radier a été identifié par l'IRSN comme un point faible. Ces travaux sont indispensables. Combien aujourd'hui, ça coûte le travail de l'ASN est différent. Il s'agit de prendre la mesure des conséquences d'un accident compte tenu de ce qu'on sait en plus depuis Fukushima. Donc c'est regarder vraiment très finement et ça mérite de l'être. Un ensemble de mesures, notamment une force d'action rapide. On est dans un vocabulaire militaire d'ailleurs, pour intervenir, pour que n'arrive pas la surcatastrophe en fait, qui s'est déroulée à Fukushima. Des mesures aussi en temps réel, notamment des équipements en centrales électriques alternatives, pour pouvoir faire fonctionner, pour pouvoir faire, je termine, fonctionner l'outil dans ses fonctions centrales, même en cas de pépin majeur, en cas de défaillance. C'est ne refaites pas le rapport, allez au but. Qu'est-ce que vous proposez ? Nous avons proposé une méthode, monsieur, là où le candidat Hollande a proposé de fermer, et maintenant il ne veut plus fermer, et puis quand il discute avec ses homologues, ses partenaires verts, il accepte d'échanger une fermeture contre sur une circonscription. Qu'est-ce que vous proposez ? Nous proposons de suivre les recommandations de l'ASN après avoir pris connaissance de celle de l'IRSN, et les Alsaciens seront bien sûr extrêmement attentifs. Si l'ASN avait recommandé de fermer Fessenheim, nous l'aurions bien sûr soutenu. Voilà, c'est ce qu'avait annoncé la ministre, et finalement ça ne se passera pas comme ça. Allez, vous allez continuer à dialoguer un peu tous les deux, parce que manifestement vous n'arrivez pas toujours à vous comprendre. Restez avec nous, on va évoquer maintenant la situation de la Hongrie. Là vous serez d'accord pour dire qu'il y a un problème dans ce pays, c'est la phrase d'Alain Juppé aujourd'hui, après donc l'adoption d'une constitution qui donne à ce pays de l'union un visage autoritaire et nationaliste. Et l'opposition au Premier ministre Viktor Orban s'est exprimée assez fortement hier dans les rues de Budapest. Aurélien Romano. En dépit d'une mobilisation de masse hier à l'initiative de l'opposition, la Hongrie a bel et bien une nouvelle constitution digne d'un régime autoritaire. Parmi les mesures controversées, la limitation des pouvoirs de la Cour constitutionnelle et des menaces qui pèsent sur le pluralisme des médias. Par ailleurs, la justice et la Banque centrale voient leur indépendance fortement écornée. Sur le plan idéologique, la nouvelle constitution supprime l'appellation République de Hongrie. Elle rappelle le rôle du christianisme dans l'histoire du pays. De même, le mariage entre un homme et une femme est sacralisé aux grandes dames des homosexuels. Enfin, l'IVG est mis hors la loi. C'est grâce à une majorité des 2/3 que Viktor Orban et son parti, le Fidesz, ont pu changer la loi fondamentale. Le Premier ministre a réservé le contrôle de nombreux postes clés de l'administration aux membres de son parti. L'Union européenne est gênée face à cet homme de 48 ans, célébré en 1989 comme un héros de la révolution anticommuniste. Viktor Orban est aussi vice-président du PPE, le parti majoritaire au Parlement européen. Reste l'arme de pression financière. La Hongrie attend une aide de 15 à 20 milliards d'euros de l'Union européenne. Fabienne Keller, Stéphane Le Foll sont toujours avec nous, mais Olivier Bazille nous a rejoint. Bonsoir. Vous êtes l'un des responsables de Reporters sans frontières, notamment auprès des institutions européennes qui se mobilisent. La Hongrie a commencé à inquiéter il y a déjà un certain temps maintenant avec des lois limitant la liberté de la presse. Est-ce qu'on est aujourd'hui toujours dans le respect des valeurs démocratiques dans ce pays, selon vous ?
Non, clairement, on n'est plus du tout dans les valeurs européennes à tout du moins. Mais quand vous dites que l'Europe se mobilise, on parle d'une pétition, en tous les cas. Oui, mais enfin, il leur est adressé. Encore une fois, quand on parle de l'Europe, il faut toujours voir quelles sont les institutions européennes. Je sais que c'est toujours très compliqué à faire passer, mais il y a la Commission puis le Parlement. Le Parlement, oui, se mobilise. L'exécutif... On a un élu ici, hein. Oui, mais j'entends bien. Et encore, le Parlement se mobilise... Moins la Commission. Tardivement aussi, le Parlement. Aborder les problèmes de liberté de la presse d'un État membre est pratiquement impossible au Parlement européen. Quels sont les points les plus inquiétants selon vous dans cette Constitution ? La Constitution en elle-même, c'est jamais que la continuité de ce qu'on a initié en décembre 2010. Ça fait 2 ans qu'on laisse Viktor Orban petit à petit recadrer un peu l'ensemble de la Hongrie. La Constitution, c'est d'abord le problème des religions, c'est ensuite le problème du système électoral, c'est refondre, si vous voulez, un certain nombre de sujets qui ne sont plus négociables, des vérités historiques, des choses qui ne peuvent plus être discutées, même si, encore une fois, pour Reporters sans frontières, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la donnée média, si vous voulez, la continuité un peu et les conséquences de ce qui a été fait durant la présidence, enfin dans le début de présidence européenne. Encore une fois, le poids constitutionnel et le poids, je dirais, des États membres aujourd'hui est beaucoup moindre que celui qu'on aurait pu avoir durant la présidence européenne. Aujourd'hui, beaucoup nous disent, oui, on va cibler, on va demander aux États de se mobiliser. La fenêtre de tir. Il y a l'arme des subventions qu'on pourrait stopper ou limiter. Oui, parce qu'aujourd'hui, il va attaquer la banque. Mais... Alors, en tous les cas, il y a un sursaut de l'opinion publique. On l'a vu hier dans les rues. Il y avait une manifestation qui a connu un succès assez inattendu. Oui, mais faut voir aussi que l'ensemble de ce processus se fait par vote tout ce qui est plus démocratique, avec un Parlement à 2/3 et élu. Je veux dire, c'est pas un coup d'État. Ce pas le premier régime autocratique à avoir accédé au pouvoir par les urnes. Il fait partie de l'Union. Fabienne Keller. Petit rappel, la Hongrie, en crise économique depuis 2008, hors zone euro, donc qui subit en fait un renchérissement des produits de base assez important, même si le logement reste accessible, tous les autres produits sont très chers, des conditions de vie difficiles, donc un populisme qui a clairement progressé, comme dans beaucoup de pays européens. Donc moi je crois que la mission de l'Union européenne, c'est de garder le dialogue avec l'ensemble du peuple, ne pas le juger à travers ses dirigeants d'aujourd'hui. On voit, et c'est une bonne chose, ces mouvements populaires de réaction, donc le débat a lieu également au cœur de la société hongroise. Donc il est important aussi de garder la main tendue. Je crois que c'est vraiment la mission de l'Union européenne. À la population, bien sûr. Vis-à-vis de la population, certes, il y a eu des décisions, compte tenu du pouvoir en place, mais cela n'enlève rien à l'histoire du peuple hongrois. Je pense qu'il faut vraiment les respecter. Ils y sont très sensibles. Et ils sont dans l'Union, ce qui leur crée aussi des obligations, parce qu'ils ont signé des traités. Mais pas de mesures de rétorsion financière, parce que ce serait les isoler et leur donner le sentiment qu'on les abandonne. Votre avis? On prend bien des sanctions pour les États qui ne sont pas suffisamment clairs sur leur déficit ou les objectifs des endettements. Bon, bref. Je ne reviens pas là-dessus. Je veux dire quand même une chose. Ce qui se passe est parfaitement inadmissible par rapport aux valeurs que porte l'Union européenne. Parce que quand on est au Parlement européen et qu'on reçoit des chefs d'État, ce qui est la marque de l'Union européenne, c'est le respect de la démocratie, c'est le respect des droits, c'est le respect de la liberté de la presse. On aurait dû arrêter tout ça très tôt. Il se trouve quand même que M. Orban est membre du PPE et que le PPE au Parlement européen a freiné des cas de fer. M. Barroso, président de la Commission, membre du PPE, n'a pas été sur ce sujet suffisamment net et clair pour empêcher M. Orban d'aller jusqu'où là où il est arrivé. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette édition du 19h. À 22h, vous retrouverez Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Ça va, ça vient. Bonsoir à tous et à demain. Ils étaient jeunes, guyanais, mais aussi français. Leur rêve, devenir pilote d'avion et se battre pour leur mère patrie contre les Allemands. Quand nous avons fait l'acte d'engagement, on nous a dit non, 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 il n'y a pas d'aviation en Guyane, on ne peut prendre votre engagement que pour l'armée de terre. Alors on a trouvé la formule engagement dans l'armée de terre au titre de l'aviation. Un rêve qui n'est jamais devenu réalité, tant la distance et les obstacles se sont ligués pour enrayer ce beau projet.
Je croyais qu'on allait au paradis, finalement on était en enfer. C'était l'enfer. Rêve d'envol, mercredi à 17h15 sur Public Sénat.